Une autre personne qui évidemment, dont on avait déjà un peu entendu parler il y a quelques années lorsqu'on vous lisait, mais vous étiez moins précis là-dessus. Là, c'est dans la trace, le 6e chapitre de l'ouvrage, vous parlez de votre père. Et on comprend mieux, votre père Alain Plenel, décédé il y a quelques mois, en fin d'année dernière, et on comprend mieux pourquoi ce nom est inscrit dans votre ADN, clairement. Lorsqu'on ne vous connaît pas, tout d'un coup, on vous découvre. Chacun fait son chemin comme il peut. Hein, vous pouvez nous oui, je peux essayer. Mettre en perspective. Je vais essayer. Bon. C'est vrai que moi, mon chemin s'est fait, je formule comme ça, en disant que je pense que je suis forcé de relever son nom. Ce livre a été provoqué. Bon, on a des idées, on a des choses qu'on a envie de dire, et puis il y a un moment qui précipite, et donc en effet, il a été mis à l'ombre du décès soudain, en ce sens, c'était une bonne nouvelle pour lui, c'est-à-dire sans agonie ni souffrance de mon père le 18 novembre dernier. Mon père est un homme comme vous tous, comme tous les êtres humains, hommes et femmes qui sont là. C'est un homme normal, c'est un homme banal, ce n'est pas un homme exceptionnel, et c'est un homme inconnu dans ce pays. Mais c'est un homme qui est une figure, presque un héros national dans un petit pays qui est la Martinique, qui est un territoire français comme vous le savez. Qu'est-ce qu'a fait cet homme? Cet homme était un jeune haut fonctionnaire, il venait de l'éducation nationale, il était un professeur agrégé d'histoire, de géographie, et il a été en 1955, il était le plus jeune inspecteur d'académie de France. C'était avant la massification scolaire, hein, c'était un titre presque important, notable, et il s'est retrouvé inspecteur, c'était le mot, dans ce petit territoire qui n'était pas un territoire avec les allers-retours touristiques comme aujourd'hui, ni avec la migration qui fait qu'il y a que les Antilles sont aussi présentes en France avec pas mal de monde. Et donc c'était un petit pays avec de l'analphabétisme, et au fond il y avait 4 autorités dans cette situation coloniale. On est dans les années 50, l'Algérie est là, l'Empire n'étant encore défait, la France est crispée sur son refus d'une décolonisation véritable, et il y a le préfet, le général, l'évêque et l'inspecteur qui lui représente Victor Shakespeare, Victor Hugo, l'école républicaine, etc. Et qu'est-ce qu'a fait mon père, qui est un geste qui réfléchit? Il avait des convictions, nous en avons tous, mais un haut fonctionnaire est censé les garder pour lui. Il y a eu des émeutes provoquées par un incident raciste sur la place centrale de Fort-de-France, la Savane. On est en 59, on est dans ce contexte qu'il faut voir. Et dans ces émeutes, 3 jeunes collégiens qui sortent du collège, qui ne participent pas aux émeutes, 3 jours, mon père dira que c'est les 3 glorieux du peuple martiniquais, comme une insurrection, un cri contre l'injustice, comme les 3 glorieuses de 1830. Il y rappelait une statue qu'il voyait dans les jardins d'abord la reine de son enfance. Il y avait un jeune polytechnicien mort dans les 3 glorieuses françaises, parisiennes. Et donc, un de ces lycéens s'appelait Marajo, et mon père allait inaugurer un groupe scolaire avec Longchamp, le ruban tricolore, au flanc de la montagne Palais, à Morne-Rouge, et la commune avait décidé à proposer que ce groupe scolaire porte le nom de ce jeune. C'était une très grande émotion. Et mon père, dans son discours, est sorti du devoir de... Il a dit, moi je ne suis pas la France qui a tué ce jeune, je suis une autre France. La France Martinique ne veut pas qu'on tue ce jeune, elle voudrait autre chose, de l'amour, de la générosité, etc. Et donc ce groupe scolaire, c'est Marajo, un maréchal des logiciels a noté le discours de mon père. Et là est arrivée une histoire que j'ai vécue, parce qu'elle a duré longtemps, de persécution. En 2000, un an avant sa mort, nous avons été en Martinique pour ses 90 ans, et aux archives départementales, ils ont ouvert tous les dossiers de ce que j'appelle le cerveau reptilien de l'état profond,
où on a vu les télégrammes préfectoraux, les renseignements généraux, les rapports de police. Et tout d'un coup, cet homme qui avait eu ce crime de justice, réfléchi, était persécuté par cet État comme s'il était un dangereux révolutionnaire, comme s'il était celui qui avait incité aux émeutes. Du coup, il a été interdit de quitter la métropole, il a été rappelé, il a été cassé, il a du coup décidé de partir en exil en Algérie, ensuite il a travaillé pour l'UNESCO. Il n'a été réhabilité au centre administratif du terme qu'au début des années 80, après l'alternance. Bon, cette histoire d'un homme seul, c'est un homme sans parti, il n'y a pas eu de groupe, de coalition, les traces qu'il a laissées, ce sont des articles dans la revue des temps modernes, qui reparaîtront peut-être un jour, etc. Mais voilà, moi, c'est une empreinte qui m'a... J'arrive, comme vous savez, vous connaissez tout ça, hein, quand il n'y a plus personne au-dessus de vous, on n'est plus un enfant, donc on commence à pouvoir surmonter les émotions de l'enfance. C'est une telle empreinte que souvent, quand j'en parle, je la suis de manière irrépressible, l'émotion peut me saisir, c'est déjà arrivé, parce que c'est... Il y a dans cette histoire quelque chose de très fort. J'ai dit qu'à la fois c'est une histoire banale d'un homme ordinaire et un écrivain. Nous sommes dans une librairie, Patrick Chamoiseau a expliqué à mon père pourquoi c'était une histoire exceptionnelle. Vous allez comprendre que ça rejoint les propos de mon livre. On est dans un système colonial. Système colonial, chacun est à sa place, c'est un ordre inégalitaire. Il y a le sentiment qu'il y a un peuple supérieur à d'autres qui est censé apporter les lumières aux autres, et ainsi de suite. Mon père est un Français, un Européen, un Blanc, il est au cœur de ce système. Et tout d'un coup, il franchit la frontière, il se déplace. Pour les Antillais, pour les Martiniquais, c'est un événement stupéfiant pour eux. Et qui fait qu'encore une fois, il est presque comme un héros là-bas. Ah bon, on n'est pas coincé, on n'est pas enfermé. On peut être de l'autre côté et bouger et aller vers les autres. Nous ne sommes pas condamnés à cette fixité, à cette immobilité des appartenances, des situations. Nous pouvons faire mouvement. Je cite souvent cette phrase de Frantz Fanon que je trouve formidable dans Tout noir, masque blanc. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme, car son destin est d'être lâché. De faire mouvement, de ne pas être esclave de là où il est né, de ne pas être esclave de tous ses héritages, de faire un chemin. Et la leçon de mon père, dont je ne suis pas esclave, c'est-à-dire que mon père m'a laissé cheminer en liberté, et m'a laissé faire mon chemin. Mais voilà, pour moi, la leçon est celle-là. La leçon, et que j'essaye de développer en conviant des auteurs qui m'accompagnent et qui résonnent avec cette île, qui est une île merveilleuse. Hein. Vous savez, très peu de petits territoires dans un siècle font surgir autant d'auteurs si importants que Aimé Césaire, que Frantz Fanon, que Édouard Glissant, que ceux comme Chamoiseau et d'autres qui illustrent merveilleusement la langue française. C'est un terreau qui a, dans la créolisation, attiré le plus fort de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes, et que vous retrouvez, le livre a pour exergue un vers de Césaire dans le dernier poème de Moi Laminaire, c'est son dernier recueil publié de son vivant, et le vers c'est « Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'autres, à ceux qui veulent barrer l'avenir, dire qu'il n'y a pas de solution. Hein, ce que vous disiez, il n'y a pas d'avenir, et on ne peut plus l'inventer, les assassins d'autres. Hein, ça ne va pas se réveiller, ça ne va pas se lever. Et je fais ça en complicité avec Stéphane Hessel, qui, comme vous le savez, il l'a fait devant vous, c'était un fou de poésie. Hein, il pouvait réciter des poèmes anglais, allemands et français par cœur, et son poème préféré, et c'est important parce que nous sommes au centenaire de la guerre de 14. Son poème préféré, c'est La Jolie Rousse d'Apollinaire, qui est un poème qui paraît en mars 1918, peu avant le décès d'Apollinaire, et quand il l'écrit, c'est l'Apollinaire trépané. C'est l'Apollinaire qui sort de l'enfer. L'enfer qui va être au cœur de la catastrophe européenne. C'est le début de notre catastrophe, cette grande guerre, nous le savons. C'est l'idée de la folie humaine. Hein. Nous pensons qu'une nation peut être supérieure à d'autres,
À l'époque, nos intellectuels disent que nous sommes la civilisation et que l'Allemagne c'est la barbarie, l'Allemagne d'avant 14, et inversement de l'autre côté. Et nous sommes dans l'essentialisation des peuples, et évidemment, de cet affrontement naîtra une immense catastrophe. Et donc, Jolie Rousse, la Jolie Rousse, c'est le Apollinaire qui sort de cet enfer, du fracas de cette violence déchaînée par la démesure humaine, où l'homme oublie la fragilité du monde, où l'homme oublie la faiblesse du monde, oublie son lien avec la terre, le fait qu'il n'est pas immortel, le fait qu'il faut prendre soin de tout cela. Et le vers, ce que disait Stéphane Hessel, il dit « Je peux vous réciter la Jolie Rousse, mais bon, on n'a pas le temps. » Alors, il y a un seul vers qui vaudrait programme politique pour toute la jeunesse, pour la réveiller. Et ce vers, c'est « Nous voulons trouver la bonté, contrée énorme où tout se tait. » Et le poème de Césaire s'appelle « Nouvelle bonté ». La bonté, contrée énorme où tout se tait, nouvelle bonté, il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'eau. La bonté. Et je crois, vous allez me trouver très romantique, et peut-être certains me moquer, mais je crois que c'est un beau programme politique, la bonté. Je ne pense pas que la méchanceté fasse un programme. Je ne pense pas que la laideur fasse un programme. La bonté et la beauté. Et au fond, c'est aussi ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on retrouve une élévation de nous-mêmes. Une élévation de notre langage commun. Car la politique, c'est aussi un langage. C'est aussi un beau langage. C'est un miroir qui doit nous renvoyer comme bien commun. Hein. Et donc, nous sommes dans ce moment où nous devons retrouver cette élévation. Et la bonté et la beauté, je vous propose ça comme programme commun.